Non, parce que le récit des bras de fer et des rivalités entre Paco et Raoul est tellement intéressant que vous auriez pu oublier que tout ça part d'une tentative d'assassinat pour dessiner le sort écologique du monde. Le scénariste l'a oublié. I am positive the weapon can only be a hand. It's impossible. No hand could have done that kind of damage. Not a normal hand, but one that can apply 5,000 pounds of pressure per square inch. Oui, est-ce qu'on peut revenir quelques années plus tôt quand l'ordinateur a proposé les armes possibles? Voilà. Alors maintenant, lequel de ces objets serait logique avec 350 kg de pression par centimètre carré, c'est-à-dire une force supérieure à celle d'une balle de pistolet? Pourquoi il pense à une main? Et s'il pense à une main qui frappe extrêmement fort, pourquoi pas une main sculptée? En pierre, en bois ou en fer, par exemple? No one is that strong. No human hand could. Exactly. No human hand, but an artificial hand, yes. What do you mean? You know what a cyborg is? Non, un cyborg. Elle a raison, mais elle a aucun moyen de le savoir, donc. Un cyborg? Bon, très bien, partons pour le cyborg. A cyborg is a human body, with most of its internal organs, functions and structures replaced by mechanical and electrical substitutes. It's human in form and behavior, but it has an incredible physical power and endurance. Nope! Vous mentez, madame. A bionic killer. Exactly. That explains why it was able to pass through that electrical conduit. Yes. À vrai dire, je suis presque sûr qu'un couloir électrique assez puissant pour tuer un humain qui passerait dedans ne réussirait pas beaucoup mieux à un cyborg. Peut-être même l'inverse. Je pense même que dans n'importe quel autre film, ce serait un moyen de le tuer. Peu importe, notre scientifique et notre agent du FBI appellent un expert sur le sujet des cyborgs, le professeur Holster. Il risque d'avoir une surprise. Pendant ce temps, Paco explique à Linda ce qu'il est. I'm the result of Project HOS-1. Comment ça, HOS-1? C'était marqué HS-01. Il explique donc qu'il a le souvenir d'une explosion et de multiples opérations, puis un grand trou de mémoire jusqu'à se retrouver devant Arthur Mosley. Donc je suppose que ça veut dire qu'il est partiellement amnésique, mais ça n'explique pas où est passé ce qu'il a fait fonctionner jusqu'à l'attentat, ni comment il a su par où s'enfuir et où sa voiture l'attendait s'il venait d'un seul coup de retrouver ses esprits. The next thing I remember, I was standing in front of an old blind man in a wheelchair. Arthur Mosley? Yes, I knew I had to kill him, but something inside me said no. You? They programmed me to assassinate Mosley, but some small part inside me took control. At the last second, I softened the blow, and then I ran. Linda, if you want to turn me over to the police, I won't blame you. I'd do the same thing if I were in your place. Hein? You can stay if you want. It's not safe for you. They're looking for me. Comment tu peux le savoir? Ou t'en souvenir, peu importe. I'm not afraid. Linda réagit plutôt bien à tout ça et renouvelle son soutien à Paco. Le docteur Peckinpah et l'agent du FBI apprennent le décès du professeur Holster, ce qui me fait réaliser que le seul homme de main de Turner à avoir efficacement tué une cible gênante a été éliminé par ordre de Turner. Abruti. Ulster worked for a certain Francis Turner, chairman of the board of the Turner Foundation, one of Mosley's chief targets. So it could be that Turner had Ulster develop him a bionic killer to get Mosley. I'd say it's quite possible. Whoever killed the professor took great pains to destroy his laboratory, as if they wanted to get rid of all the evidence. Hein? C'était ça que faisait Jean-Michel? Je croyais qu'il menaçait Holster. Ces flics sont à la fois les pires et les meilleurs de l'histoire parce qu'en réfléchissant n'importe comment, ils arrivent quand même à retomber sur la bonne piste. Le shérif local d'Arizona retrouve la voiture qui avait pris Paco à la casse, dans laquelle, gros coup de bol quand même, on peut retrouver un papier qui n'est autre que la facture de la voiture. I found this. Western Salvage thanks you for your business. Hunt et Howell arrivent en 4x4 dans un strip club qui, je crois, s'appelle le Casablanca, encore une référence que ce film était des années-lumière de mérite. Vous avez vu la gueule qu'il vient de faire? Non, bien sûr, vous regardez ses boobs. Honnêtement, hein, c'est peut-être un truc qui m'échappe. Je sais pas, dites-moi les hétéros, hein, c'est excitant de voir une nana qui fait ça? Hunt et Howell entendent certains des camionneurs qui étaient là pour les bras de fer de Paco parler d'un homme à la force incroyable, ce qu'ils considèrent immédiatement comme un indice, et les gars les redirigent vers Raoul Morales. Ils les amènent au motel, qu'ils scannent avec un appareil qui lit les signatures thermiques. There are two people in there, and one of them has to be Paco Cuerra. The thermal reading on him is twice as bright as normal. Hein? Ça devrait pas être le genre de truc qui se remarque une température 2 fois supérieure? Les gens tendent à se brûler quand ils touchent une surface qui fait 80 degrés. Howell contacte Turner pour lui signaler qu'il a localisé Paco et lui demander l'autorisation d'intervenir. Attendez, c'est quoi ça? Ils ont pas abandonné un hélico pour éviter que leur conversation soit entendue? S'ils peuvent communiquer sans fil, pourquoi avoir abandonné l'hélico? Film de merde! Mais ils sont interrompus par le passage du shérif.
Il vient demander à Linda si quelqu'un est passé chez elle après avoir perdu une voiture dans un canyon, à quoi elle répond un mensonge plutôt convaincant qui le refait partir aussitôt. Merci pour ces 2 minutes d'inutilité. Quand il se casse, Howell reçoit l'ordre de rester sur place et d'attendre l'arrivée de nouveaux hommes de main et d'un hélico dans lequel sera Turner lui-même pour amener le tout avec lui. Il n'était pas censé avoir choisi Howell justement parce que c'est un bon enquêteur et assassin? Pourquoi il veut encore envoyer des mecs en plus? Et me dites pas que Paco est impossible à arrêter parce que ce gros beauf de Raoul a déjà réussi à le faire. I have to leave immediately. No, Paco. It's too dangerous. I'll drive you to the Mexican border tonight. Why are you doing this for me? You know what I am. None of it's your fault. You're being used. Paco, I care for you. Tu as si bien rangé mes fagots de bois et pourri mon bar en affrontant mes clients réguliers. Nous partageons tant de choses. Pendant ce temps, le Dr Peckinpah et l'agent du FBI le moins utile du monde ont rapatrié du labo de Lister les bandes magnétiques qu'ils analysent et qui, gros coup de bol, leur révèlent l'identité de Paco. Veteran Guatemala conflict 1987. Oh, alors il était blessé en 1987. Et ça implique quoi? On se situe combien de temps après? À quoi ça sert d'afficher des informations temporelles si on n'a aucun point de référence? En combien de temps Amand arrive au degré de pollution de ce film? Parce qu'on est en 2016 et on n'est pas encore au niveau des tuyaux pour filtrer l'air qui vient de l'extérieur sans qu'on risque de contracter une peste bubonique. Quelles étaient les chances pour que de tous les projets sur lesquels le professeur Holster a bossé, il ait gardé spécifiquement les informations personnelles de Paco? Et pourquoi son nom est proposé avec un T ou un K? C'est comme Dupont et Dupont, le T et le K sont silencieux? Ernest Kraken-Crick? Oui, ça se prononce Kraken. C'est un cric muet. Un cric muet. Le bon Dr Peckinpah conclut aussi rapidement que ce profil est celui du presque tueur d'Arthur Mosley, qu'elle avait déterminé que la main qui avait frappé Mosley est celle d'un cyborg, et l'agent du FBI confirme que la police de l'Arizona a retrouvé la deuxième voiture de Paco. How far away is it? 4 hours. 4 heures. 4 heures. Il est à 4 heures de la ville du début, ce qui implique que la référence à Fort Bragg était complètement inutile puisqu'elle n'indique en aucun cas d'où vient Paco. Au mieux, elle indique que c'est un ancien militaire, mais vu son efficacité, je dirais que ça rend le tout encore pire. Le truc, c'est que même à supposer qu'il soit parti juste avant la tombée de la nuit en plein été, comme il a roulé toute la nuit, il a forcément roulé au moins 6 heures. Plus le changement de voiture, on va dire au moins 30 minutes le temps de payer, plus rouler jusqu'à vider le réservoir d'essence. Alors comme le vieux a l'air sympa, on va dire qu'il est parti avec un réservoir plein, dans une Ford Galaxy 500 qui peut rouler jusqu'à 470 km avec un plein. Si on suppose qu'il roulait à sa vitesse maximum de 140 km/h pour être vraiment sympa et rajouter le moins de temps possible, on peut dire qu'il a grosso modo roulé pendant 10 heures. Et le bar de Linda est à 4 heures des locaux du FBI? Et ça fait 1 semaine qu'ils enquêtent sans bouger du bâtiment? Et j'en vois quelques-uns prendre le film en pitié et me dire « Mais tu viens de faire une recherche Google pour trouver tout ça ?» À quoi je vous répondrai « Oui !» Mais juste pour ajouter le délire sur la voiture à mon explication, parce que je vous rappelle que de base, le trajet de nuit a quand même mis 6 heures minimum, donc quoi qu'il ait fait, Peckinpah et l'agent du FBI ne devraient pas être à 4 heures du motel de Linda! Ah! Oh sérieux, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un troisième mec qui ramène sa pute? Come on, leave my ear alone, right? What a grouch. Wow! Ça, c'est une drôle de tenue. Je crois bien que c'est le seul personnage du film à avoir une tenue futuriste et... Oui, Susie? ça devait faire futuriste à l'époque. Have you got a nice room for us? Yeah, but you have to be out by 7. Motel's closed tonight. Sure, but we got to do won't take that long. Dehors, Hunt et Howell observent le couple rentrer et attendent toujours les ordres de Turner Other qui... helicopter is in position A726, just 30 seconds from you. Il y a 2 jours, il a forcé ses hommes de main à chercher un fugitif en voiture parce qu'il avait peur que ses communications soient repérées par le FBI et risque de l'incriminer. Et maintenant, il est lui-même dans un hélico à communiquer par radio. Et non seulement ça, mais il y a 2 hélicos. Est-ce que ce film peut essayer de respecter sa propre logique juste 5 secondes? Donc, retour à Linda qui donne leur clé au couple et tiens, pourquoi elle les accompagne? Nice rest. Non, vraiment, la question se pose, elle a jamais accompagné aucun des 2 autres couples à leur chambre. Pourquoi eux? Thanks for your help. I would have done it for nothing. Anything to see that son of a bitch dead. Ouais, quel enculé ce mec qui m'a battu moi et le triple champion de bras de fer et qui a survécu à ma tentative de meurtre. Alors que Hunt et Howell invitent Raoul à attendre plus loin pour couper la route à Paco s'il s'échappait, Linda entend le couple se plaindre jusqu'à l'intérieur du bar que l'eau ne fonctionne pas. Hey, there's no water in here. It can't be. But I'll fix you up with another room. Hein? Mais c'est qui eux? Bonnie and Clyde en fuite? Qu'est-ce qui... Eh mais les femmes ont ces expressions dans ce film! L'homme poignarde Linda à la jambe pour que son cri attire Paco et qu'il puisse le cribler de balles.
Les ayant entendus, Paco les contourne, défonce la fenêtre et le mec et se fait canarder par la fille. Il parvient à empêcher l'homme de poignarder Linda, alors que le plan ne colle pas du tout avec le mouvement d'un homme qui voudrait poignarder, et Linda parvient à voir la fille avec le flingue qui était dans leur sac. Oh, Paco! Paco! Don't worry about me, I'm okay. Oui, je sais, c'est un peu le problème de tout le film! Time's running out. Shall I go? Alors il bosse pour Turner? C'est ça l'unité d'intervention qu'il a envoyée? Un mec et une nana qui se font passer pour une pute et son client? Pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que Hunt et Howell? How far away is it? 4 hours. Est-ce que ça veut dire que ça fait 4 heures qu'ils attendent derrière leur citerne? Est-ce qu'ils... Ah! What the fuck? C'était complètement inattendu. Qu'est-ce que... C'est une cyborg? Ça veut dire que Turner a 2 cyborgs et qu'il pense que maintenant envoyer le deuxième sur Paco? Et s'il a 2 cyborgs, pourquoi le mec n'en est pas un aussi? Il serait sûr de maîtriser Paco s'ils étaient 2. D'ailleurs, quel est le problème avec Paco? Il a même pas l'air de vouloir dénoncer l'assassinat. Le plus important n'a pas été d'envoyer la meuf finir Mosley dans son lit d'hôpital avant de l'envoyer s'occuper de Paco? Pourquoi il l'a pas envoyé elle directement d'ailleurs? Elle a l'air de meilleure qualité. I am a perfect cyborg. And I've been sent here to kill that traitor. Je sais pas ce que je préfère, le gros plan, l'expression du visage ou la justesse avec laquelle ces lignes sont délivrées. Ouh, elle a les yeux qui s'éclairent en rouge, attention! Pendant que Paco poursuit un des combats les plus minables de l'histoire du cinéma, Linda repère Hunt qui s'est introduit dans le motel avec Howell. Le charme de Paco fait finalement tourner la tête au super cyborg bien plus avancé détruit en 30 secondes, c'est fou, ce mec tue plus facilement des cyborgs que des sexagénaires, et fait sortir Linda du champ de Hunt. Quoi? Je suis quasi sûr que ça n'existe pas. Même si la détonation ne faisait pas exploser la roquette directement, elle filerait certainement pas tout droit. Est-ce qu'il utilise une cartouche de chevrotine pour lancer la roquette? Il bouffe 2 munitions par tir? Cette arme est débile! Je vous l'avais dit, il peut pas viser droit avec ce truc! They will destroy you. Hein? They will destroy you. Quoi? They will destroy you. Mais qu'est-ce que... Ah, laissez tomber. Pas dégueu, les fesses, l'a dit. Démarre alors une scène de fusillade dont je peux à peine commencer à vous décrire les problèmes de raccord. Dites-vous déjà qu'il est presque impossible de comprendre où sont Hunt et Howell par rapport au camping-car, mais en plus, quand enfin on comprend qu'il y a un gars de chaque côté, c'est Howell qui devrait être à la place de Hunt parce que c'est son coup qui a arrêté Paco devant la fenêtre. Linda, get up! Linda, get up! Take the gun! Go on! Le travail sur ce film est d'une nullité abyssale. Le monteur d'Atomic Cyborg a fait ses armes sur des films de Sergio Leone. Comment tu peux filer un truc aussi pourri avec un background pareil? Paco arrache le sol pour que lui et Linda s'enfuient et dans leur course abattent Hunt. Hunt, qui a eu 3 lignes de dialogue dans tout le film et n'a servi qu'à tuer un autre homme de main de Turner. Pourquoi avoir écrit ce personnage? Turner pouvait pas juste garder Jean-Michel Maire? Ou le destituer de sa mission et envoyer Howell à sa place? On aurait pu avoir une compétition entre les 2 hommes comme ça, mais pardon, je raisonne comme si les personnes qui ont écrit ce film avaient réfléchi. Le deuxième hélico de Turner repère la voiture de Paco et Linda sur la route et engage les hostilités. Paco donne le volant à Linda et tire sur l'hélico, qu'il est incapable de toucher alors qu'il vole à peine 3 mètres de la voiture et qu'il est censé être un cyborg assassin ultra sophistiqué. Ah, pardon, apparemment il est conçu pour assassiner les radios, mais bien éviter le gars qui est inévitablement entre le trajet de la balle et le transistor. Plus loin sur la route, Raoul attend comme prévu de leur barrer le passage alors qu'ils s'engagent sur un pont. Notre cyborg tente de prendre le choc pour Linda, mais le camion poursuit sa course et les écrase contre un rocher. Raoul ne s'arrêtant toujours pas, Paco s'extire de la voiture, explose le pare-brise. Oh, you're dead! Il tue quelqu'un! Il tue quelqu'un! Le cyborg a enfin tué quelqu'un! Paco finit quand même par toucher le tireur de l'hélico qui se précipite vers Howell. Can't be far. Turner débarque pour le récupérer, mais à quelques mètres, il estime qu'il a échoué et le fait abattre comme Cooper, avant de prendre l'arme et la place du soldat pour repartir en chasse. Vous serez peut-être surpris par cet enchaînement, mais c'est à peu près le seul qu'on ne peut pas reprocher au film. Voyez-vous, l'acteur qui jouait Howell, Claudio Castiglioni, est mort pendant le tournage d'une des cascades dans le crash de son hélicoptère avec son copilote. Probablement qu'il aurait dû être celui qui pourchasse Paco à la fin, mais avec la mort de Hunt un peu plus tôt, il ne reste plus que Turner comme méchant dans le film. Moi, cela dit, j'aurais trouvé une autre solution à ce genre de drame. Annuler la mort de Hunt. Il a jamais servi depuis le début du film et aurait enfin pu le faire ici. Il suffisait de retirer le plan où il est touché, ou encore, de le montrer se relever malgré sa blessure et lui faire assassiner Howell. Mais bon, c'est vraiment ce qu'il y a de pire à gérer sur un tournage, la mort d'un comédien. Paco essaye de redémarrer le camion, que pourtant je n'avais pas entendu s'arrêter de tourner, sans succès. Heureusement, un autre camion s'arrête à leur hauteur, révélant Anatola Blanco, qui, par un heureux coup du hasard, se trouve à rouler sur la même route que nos fugitifs. Paco lui confie Linda et lui demande de l'emmener à l'hôpital pendant que lui reste derrière à affronter Turner.
Manque de bol, comme tout le monde est con dans ce film, Turner ne remarque pas l'objet de son obsession en dessous de lui et prend le camion en chasse, ce qui pousse Paco à courir après le camion et l'hélico et nous offre un des plans les plus ridicules du film. Oui, on y croit, tu vas rattraper le camion et l'hélico, tiens. Quand Blanco comprend que l'hélico ne le lâchera pas, il pousse Linda à sauter de sa cabine alors qu'il roule à pleine vitesse. Donc le film nous a fait chier pendant 45 minutes avec l'histoire de Raoul et de champion du monde de bras de fer, pour qu'au final Raoul ne pose problème que sur la longueur d'un pont, et que Blanco les aide à traverser ce même pont. Si je prends les deux distances, elles s'annulent, ce qui m'amène à la conclusion logique que les 45 minutes que l'on vient de subir n'ont servi absolument à rien. Paco se met à tirer sur l'hélico avant de jeter son flingue dans la rivière, et de commencer à escalader le pont, et de se jeter dans la rivière de lui-même de toute façon. Pourquoi l'étape de transition? C'est un putain de cyborg qui survivra à la hauteur. Comment un film centré sur un personnage de cyborg peut passer son temps à oublier que c'est un cyborg? Oh waouh, il y a déjà tout ça sur place. Ils sont venus vite. 4 hours. Paco sort de l'eau, l'hélico toujours sur ses traces, et se met bêtement à découvert jusqu'à ce qu'il rejoigne ces structures dans le désert. C'est à peu près l'une des seules vertus de ces films de série B, trouver des décors originaux mais préexistants en utilisant de beaux projets d'architectes tels que l'Arco Senti, éco-village autonome en cours de construction à l'époque par l'architecte Paolo Soleri. C'est un des rares décors qui transmet un sentiment de futurisme, c'est dommage qu'il arrive à la fin du film. Quelques soldats investissent donc les lieux et... Oh! Est-ce qu'il vient seulement de se rappeler qu'il est une machine à tuer? Regardez comment il lui a éclaté les yeux, on dirait 2 trous du cul. Le mec risque d'avoir une vue de merde. I can't let him escape. Go after him with the laser. Le laser? Il a un laser? Depuis quand il a un laser? Pourquoi c'est pas le premier truc que vous avez utilisé? Vous savez très bien que le cyborg que vous avez construit résiste aux balles. Tant qu'on parle du laser... Hé, vous vous souvenez sur l'affiche de ce qui passe pour le bras laser de Paco? Eh ben c'est ça. C'est le laser de Turner. Vous voyez quand je vous dis que ces films sont malhonnêtes? Pourquoi est-ce que ce truc est sur l'affiche du film? Il arrive pendant les 5 dernières minutes. Pourquoi il est en hauteur comme s'il pliait le bras alors que le bousin a besoin d'être tenu par 2 mains? Ça essaye tellement de faire croire que ça fait partie de lui, et c'est tellement malhonnête parce que sans les cercles au bout, j'aurais jamais reconnu. Un soldat parvient à tenir tête quelques instants à Paco, mais... Oui, bon, navré pour toi, mec. Puis les soldats avec le laser arrivent. Quoi, c'est ça le laser? Même pas un trou dans le mur, juste un peu de fumée? Paco élimine les 2 soldats en compressant le visage de l'un dans son casque et en brisant la nuque de l'autre. Pourquoi il attend la 83e minute pour se rappeler qu'il est badass? N'en pouvant plus d'attendre, Turner décide de foncer à la rescousse de ses troupes bien mieux entraînées que lui. Armé de son pistolet ridicule, Turner est attiré par Paco dans une petite pièce dans laquelle il laisse le laser facilement accessible et pousse l'homme d'affaires à le tuer. I'm no longer useful because I'm not a perfect cyborg. Come on. I know you came here to kill me. Go for it. I don't want to destroy you. I want to keep you alive. For your sake as well as mine. I could never make another one like you. But you must come with me before the FBI gets here. Ok, rien de ce qui vient de se passer n'a de sens. Si Paco veut mourir, pourquoi se défendre? S'il veut tuer Turner, pourquoi se cacher et faire cette mise en scène? Si Turner veut le tuer, pourquoi il essaye de faire croire l'inverse alors que Paco se livre? Et s'il ne veut pas le tuer, qu'est-ce qu'il décide d'apprendre le laser finalement? Rien de ce qui vient de se passer n'est logique, c'est juste un moyen d'étirer la séquence. Qu'est-ce qui vient de se passer? Turner tire, touche Paco mais ça lui fait rien, puis tire à nouveau et touche un panneau électrique qui fait une surtension et, sans aucune raison logique, fait exploser le laser et pas l'installation électrique qui vient de toucher, ni Paco qui était devant. Il vient d'introduire un laser qui a servi 3 minutes 10 avant de cramer tout seul et sans avoir fait aucun dégât crédible. Tant qu'on y est, c'est peut-être le moment de se demander quel était le sens du plan de Turner. Parce qu'il l'a jamais expliqué vraiment. Il représente la fondation Turner, qui réunit plusieurs entreprises industrielles dont il doit défendre les intérêts. Je peux comprendre, mais manifestement la pollution en est au niveau où il faut des tuyaux pour filtrer l'air à l'intérieur. Turner doit bien voir que des usines qui polluent sont contre-productives. Si tout le monde crève et que ni lui ni ses industriels ne peuvent plus rien acheter ou vendre parce que tout est pourri, ça n'a aucun intérêt.
Et que ce soit la tentative d'assassiner Mosley ou tuer Paco, je vois pas en quoi ça va aider. La mort de Mosley créera apparemment une révolte et laisserait le monde mourir, et pour un mec qui veut cacher ses intentions et ses activités au FBI, venir lui-même chasser son propre cyborg tueur est légèrement con. Quitte à parler de con d'ailleurs, ils ont rien créé pour pouvoir le contrôler leur cyborg. Pas de puce pour le localiser, pas de télécommande pour le désactiver, de virus à lui implanter, un laser calibré spécifiquement pour lui par exemple. You made one mistake, Turner. You thought you could own me by controlling my brain. But what you didn't realize was that you don't own a man until you control his heart. Hey, ça c'est badass! Bon, à part le fait que c'est clairement un plagiat de l'ouverture de Terminator et que Turner a jamais eu l'air de contrôler son cerveau non plus. Hey, quand même! Le gars du FBI est enfin proche de l'action! C'était bien ces 4 heures de route! Well, all right, move in. Move in. Paco, we know all about you, and that you're not responsible for your actions. If you come out slowly with your hands up, no harm will come to you. I give you my word of honor. No, wait! Hold your fire! Quoi? I said hold your fire! The only problem is that he doesn't want to hold his. Bah oui, couillon, tu croyais qu'il allait se rendre comme ça? T'as déjà lancé l'assaut, le gars, t'as jamais vu? Le docteur Peckinpah arrive avec Linda, apparemment remise de sa chute ou son accident de camion, on n'a pas pu voir, et alors que le docteur était censé être dans la même voiture que Becky. Linda essaie de convaincre Paco d'arrêter, mais comme il n'a pas vu qu'elle avait survécu, il refuse de la croire. No! Linda's dead! You let Linda! La la la, j'entends rien! Paco, where are you? Linda, no. Linda's alive. Linda's alive, no. I can't see you. I don't want to see... No, I don't want to see you. I don't want to see you! J'ai rien, là. J'ai plus rien. You've got nothing to be afraid of. Why should I go on living? Have you forgotten what I am? Encore une fois, il s'en rend compte seulement au 3e acte, mais pendant tout le film, il a eu aucun problème pour mener une vie tranquille et normale. C'est tout le problème d'ailleurs, il a été trop normal pendant tout le film pour que son statut de cyborg passe pour une malédiction insurmontable. And that you saved the best part of you. Your soul. You really think so? Look at this, Linda. Oh God. Bah quoi? Ça a pas l'air méchant? Il est censé comprendre quoi? Que tout son cerveau est électronique? Et il a quand même agi et pensé comme un humain pendant tout le film, et de toute façon on connaissait pas son passé, alors ça change quoi? You see? Maybe Paco Quirak never even existed. C'est comme ça que ça finit? C'est tout? Vous voulez dire que je me suis tapé 1h, 28 minutes et 58 secondes de cette daube pour finir sur ça? Mais c'est une question plus intéressante que tout ce qu'on a eu dans tout le film! C'est la seule question à se poser dans ce film! Vous voulez dire que je me suis tapé 45 minutes de concours de bras de fer dans un univers à peine post-apocalyptique pour finir sur le début de l'ère des cyborgs? C'était le but de toute cette absence d'informations claires sur le passé de Paco? Dire à la fin que Paco n'avait peut-être jamais existé? Ça aurait pas été encore plus fort de lui donner un passé très clair et de le détruire au dernier moment? Surtout que les bandes magnétiques d'Ulster et les infos de Cooper prouvent qu'il a bien existé. Paco Quirak or Quirawak, veteran Guatemala conflict 1987. Pourquoi est-ce que ce panneau est affiché seulement à la fin du film? C'était une journée dans un futur proche, tu crois pas que ça aurait été plus efficace en début de film que tous tes putains de plans sur des panneaux d'usine et de la fumée, connard? Au moins là ce serait juste, parce qu'en fin de film, c'est faux! On vient pas de passer une journée dans un futur proche, on a passé toute une semaine dans un futur proche. Guy brought it in about a week ago. Et je suis prêt à accepter futur proche. J'ai aucun problème avec ça comme repère temporel tant qu'on me le met au début de l'intrigue. Quel est le rapport entre Paco et le début de l'ère des cyborgs? Vous voulez dire que voir un robot échouer à toutes ses missions et incapable de faire du mal à un humain avant les 15 dernières minutes de sa cavale ont convaincu toute l'humanité que ce serait supérieur d'en créer des milliers comme lui?
Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec la pollution qui est au centre de l'intrigue depuis le début? Leur monde doit pas être si pollué que ça d'ailleurs, il y a encore des bars, des strip clubs, des motels, à manger. À quoi ont servi l'agent du FBI et le docteur Peckinpah? Depuis le début, on les voit par-ci par-là répéter des informations qu'on a déjà grâce à Turner ou à Paco, et quand le film se termine, ils n'ont toujours pas ne serait-ce que vu. Ils n'ont servi à rien de tout le film. Ils pourraient être totalement retirés du script et le spectateur aurait exactement les mêmes informations et les mêmes événements à la fin du récit. Hunt n'a servi à rien de concret non plus, Turner est la définition du méchant unidimensionnel et fantoche, alors que Howell et Cooper sont tués à l'instant même où ils se rendent utiles. Alors oui, pour Howell il n'y avait pas le choix, mais pour les autres il se passe un truc. C'est comme si le film faisait en sorte qu'on bute tous les éléments qui pourraient le rendre intéressant ou le faire avancer. Quel est le sort final de Mosley? Qu'est-ce qui va se passer pour la pollution? Même Linda pourrait n'avoir servi à rien si on arrête le film ici, bordel de merde! Je suis pas fait pour ça. Ce genre de film me rend dingue. Mais bon, au moins maintenant c'est fait, et s'il a fait pleurer mon cœur, au moins, il n'a pas touché à mon...